Alain n'avait pas pensé que c'était samedi. Il trouva la porte grande ouverte et madame Fouqueray, des sabots aux pieds, un tablier de grosses toiles bleues sur son jupon de dessous rose, en train de laver la maison à grande eau. Elle se redressa, surprise, gênée. Tout de suite, elle porta les mains à ses cheveux roulés par des épingles. « Excusez-moi, monsieur Alain. » Le temps avait à nouveau changé. Il y avait du soleil ce matin-là. Il avait gelé pendant la nuit, et le sol était dur. La terre croustillante. Pourquoi la femme le regardait-elle de la sorte? Parce que sa longue silhouette, à contre-jour, paraissait démesurée. Elle ouvrit la bouche et faillit dire quelque chose, lui dire qu'il était changé. Il le devina. Il savait bien qu'il y avait un changement en lui. Il le sentait en lui-même, et jusque dans le rythme de sa marche, de ses gestes. Mais il ignorait que cela pouvait se voir du premier coup d'œil. « Entrez donc, je vais vous faire une place propre. » Elle tordait le torchon au-dessus du seau, expliquait « Fouqueray est parti à vélo pour Jamilly, à 3 kilomètres d'ici, où il y a des bottes de caoutchouc à faire réparer. Ils ont une battue au lapin, demain matin, dans le bois d'Ormeau. » Devina-t-elle qu'il n'était pas venu, cette fois, pour son mari? « Entrez d'abord boire quelque chose. Monsieur Joseph est à la pêche. Si vous voulez le voir, vous le trouverez au bas de la côte, pas loin des Trois Chênes. C'est toujours par là qu'il s'installe. »« Je vais le rejoindre, » dit-il. « Vous ne voulez pas un verre de vin? Quelque chose de chaud? Vous pouvez avoir du café dans quelques minutes. » Le dimanche précédent, il aurait cédé, pour lui faire plaisir, parce qu'il n'aurait pas osé refuser. Aujourd'hui, il prononçait avec calme, avec gravité, mais aussi avec beaucoup de douceur. « Je vous remercie. Je verrai sans doute votre mari en repassant. » Il ne pouvait pas avoir maigri, parce qu'il venait de passer 2 jours au lit. Il avait toujours été maigre. Il n'avait même pas été malade. À peine un rhume qui lui laissait le nez rouge et humide, les paupières sensibles. C'était comme d'un commun accord qu'ils avaient joué, Mélanie et lui, la comédie de la maladie. Quand il s'était réveillé, vers midi, elle devait tendre l'oreille d'en bas, car elle était montée tout de suite. « Rassurez-vous, mon petit monsieur, » avait-elle annoncé. « Elle est partie. Laissez-moi voir votre langue. Mon Dieu, ce que vous avez eu chaud. » Les draps étaient mouillés, et l'oreiller, le pyjama. « Je pensais bien que vous couviez quelque chose. Mais on va vous soigner, et ce sera vite passé. Olga, apporte des draps et une thé. » Comme pour l'étourdir, en somme. Elle l'avait soigné, dorloté. Tantôt, c'était un bol de bouillon, tantôt un flan, tantôt de la limonade chaude. Mais elle savait aussi bien que lui qu'il n'était pas malade, que tout cela ne visait qu'à lui changer les idées. Pourtant, ce matin, il se sentait encore un peu faible. Dans le tramway de la Jeunette, il avait eu 2 ou 3 bouffées de chaleur, et il avait marché ensuite à pas mous le long de la route qui lui avait paru plus longue que le dimanche précédent. Il parcourait les avenues du lotissement, apercevait de loin, au milieu de la pièce d'eau, le socle qui attendait toujours le buste de son père. Il n'eut pas de peine à trouver les Trois Chênes. Au bas de la colline, il s'engagea dans un sentier qui descendait en zigzagant vers le bord de la rivière. Une fois là, il fut surpris, un peu dérouté, de ne pas apercevoir Joseph Bourg. Il fit quelques pas à gauche, découvrit la berge sur une assez longue distance, mais il n'y avait pas de pêcheurs. Il se retourna, et alors seulement il vit l'homme qu'il cherchait, assis sur une pierre plate, près d'un saule, sa ligne à la main, le regard fixé sur un minuscule flotteur rouge piqué dans l'eau miroitante. Bourg ne l'avait pas entendu, ignorait sa présence. Il était si immobile, si silencieux, tout était si immobile et silencieux autour de lui,
qu'Alain en fut impressionné. Un peu de fumée montait, dans l'air calme, d'une cigarette que l'ancien bagnard avait aux lèvres, et qui pendait presque sur son menton. Parfois, il penchait légèrement la tête, sans doute pour mieux voir le flotteur, prêt à ferrer. Il n'abandonna son immobilité que quand Alain fut debout à quelques mètres de lui, et il ne se leva pas, ne bougea que la tête, murmura « C'est vous ? Vous ne me tutoyez plus ? C'est vrai. Je t'en demande pardon, Alain. Assieds-toi. Il y a une pierre un peu plus haut. » Entre eux aussi, il y avait quelque chose de changé. 6 jours plus tôt, c'était un homme mûr, presque un vieillard, qui marchait avec un enfant sur la route. Aujourd'hui, il n'y avait plus d'enfant. Alain ne se pressait pas de parler, de poser les questions qu'il s'était promis de poser. Il restait immobile, lui aussi, assis sur sa pierre, tenant à 2 mains ses longues jambes repliées, regardant la surface de l'eau, avec, de temps en temps, un bref coup d'œil à son compagnon. « J'ai lu les papiers de mon père, » dit-il enfin. « Ah !» Joseph Bourg attendait, évitant de se tourner vers lui, retirant doucement sa ligne, dont il changea l'amorce avec un soin méticuleux. « J'ai retrouvé une photo de mon grand-père. » Dans un vieux portefeuille qui ne contenait que des photographies, des papiers jaunis, aux pliures cassées. C'était une photo sur plaque de zinc qu'on avait dû prendre dans une foire. Les traits étaient à moitié effacés. On voyait un homme aux cheveux en broussailles, des cheveux blancs si drus qu'ils lui faisaient presque une crinière, d'épais sourcils, des yeux tout petits, presque bridés, un nez fort et des moustaches tombantes qui cachaient ses lèvres. Ce qui frappait le plus, c'était l'air sauvage, à la fois tranquille et méfiant, avec lequel il regardait l'objectif. Comment était-on parvenu à l'entraîner devant l'appareil et à l'y immobiliser? Il n'était pas content. Il était là pour faire plaisir à quelqu'un, mais il fixait d'un air hargneux le voile noir sous lequel l'opérateur devait être enfoui. Il y avait d'autres photographies dans le portefeuille, notamment une d'Eugène Malot, à 13 ou 17 ans, en compagnie d'une gamine au bandeau plat, maintenue sur le front par un ruban. Il y a un aéroplane peint sur la toile de fond, n'est-ce pas? Fit Joseph Bourg. Alors, je la connais. Nous étions ensemble. C'était une fête, à Aubagne. J'avais aussi une petite avec moi, mais je ne me rappelle plus leur nom à l'une ni à l'autre. Une photo d'Eugène Malou en conscrit, avec tout un groupe. Là, je n'y étais pas, parce que j'avais un an de plus que ton père. Puis, un jeune homme fringant, mieux habillé, au regard plein d'orgueil. Malou à Paris. Les 2 hommes étaient aussi peu pressés de parler l'un que l'autre. Un gardon frétilla au bout de la ligne et fit rejaillir un peu d'eau de la boîte verte dans laquelle le pêcheur le laissa tomber. Est-ce que mon père était un malhonnête homme? La question était venue enfin, posée doucement, d'une voix neutre. C'était toujours autour d'eux le calme d'un bois par un matin d'hiver, avec un gland pourri qui tombait parfois d'un arbre, parfois aussi le lit de feuilles mortes qui frémissait au passage d'un lapin. Écoute bien ce que je vais te dire, Alain. Il prit un temps pour donner plus de force à ce qui allait suivre. Ton père était un homme, et ça, crois-moi, tu t'en apercevras toi-même un jour. C'est plus rare qu'un honnête homme. C'était vague, et pourtant Alain avait l'impression de comprendre. Un homme, vois-tu, malheureusement, ça ne s'explique pas, ça se sent. Oui, dit l'adolescent avec conviction. N'importe qui peut être un honnête homme, parfois sans le vouloir,
Il y en a des tas qui sont d'honnêtes gens, tout simplement parce qu'ils ont peur, ou qui sont fatigués, ou mal portants. Il y en a d'autres qu'ils sont parce qu'ils sont nés comme ça, chez d'honnêtes gens, et que l'idée ne leur est jamais venue de changer d'état. Est-ce que je suis un honnête homme? Je le crois. Eh bien, ton père valait 100 fois mieux que moi. Tu as vu la photographie de ton père, mais tu n'as pas vu celle de sa mère. Or, c'est par sa mère qu'il a été élevé. On l'appelait la folle dans le village. As-tu remarqué qu'il y a, dans chaque village, ou presque, un simple d'esprit ou une folle? C'était ta grand-mère qui tenait ce rôle-là chez eux. Elle n'a jamais su ce qu'est un lit. Elle couchait par terre sur un tas de hardes, ce qui n'empêchait pas les hommes de venir la retrouver quand ils avaient bu un coup de trop, parfois en bande. C'était plus drôle, tu comprends? Et sais-tu ce qui rendait ton grand-père célèbre dans le canton? C'est qu'il mangeait les corbeaux, les couleuvres, et, en général, toutes les petites bêtes puantes. Il refusait de croire que l'enfant de la folle était de lui. C'est beaucoup plus tard qu'il en a eu la preuve, une fois qu'il l'a regardé de plus près, alors qu'Eugène avait 12 ans. Le vieux a aperçu une petite tache, comme une tête d'épingle, sur la prunelle gauche, et il avait juste la même, à la même place. C'est à ce moment-là qu'il a pris le gamin chez lui. Et ce gamin-là, tout seul, est devenu ton père, avec sa maison, ses domestiques, ses autos, ses ouvriers et des tas de gens haut placés qui venaient manger à sa table. Il regarda le jeune homme à la dérobée, mais il aurait été impossible de deviner ce qu'Alain pensait. En réalité, les paroles de l'ancien bagnard se superposaient à celles de sa sœur. C'était comme un morceau à deux voix dont il suivait sans fièvre, l'air réfléchi, la double ligne mélodique. Il était content d'avoir trouvé Joseph au bord de l'eau, car, dans la maison, cet entretien-là aurait été plus difficile. Et aussi, il était reconnaissant à son compagnon de continuer de pêcher. Bourg portait une veste de cuir et une casquette à visière vernie, comme en ont les hommes du chemin de fer. Un gros foulard était enroulé à son cou. De temps en temps, il se penchait et jetait dans l'eau, tout près de sa ligne, une boulette de terre à laquelle il avait mélangé du pain de chènevis. Les questions étaient classées, bien en ordre, dans l'esprit d'Alain. Est-ce vrai qu'il a commencé par faire du chantage? L'autre tressaillit, mais resta immobile, évitant de le regarder. Vois-tu, Alain, j'ai maintenant 58 ans. J'ai passé 1 année de ma vie en cellule, 2 ans au bagne. J'ai vécu en exil à la Havane, et j'ai connu des hommes de toutes les sortes. Alors, c'est difficile que nous jugions les gens et les choses de la même manière. Je crois que je comprendrai. Il y a des malhonnêtes gens et des honnêtes gens. Mais ce qu'il y a le plus, dans un certain milieu surtout, quand on monte un tant soit peu dans ce qu'ils appellent l'échelle sociale, ce sont les faux honnêtes gens, ou, si tu préfères, les honnêtes gens qui commettent des grodineries en cachette. Ton père, quand il gagnait sa vie en écrivant dans les petits journaux, a connu des gens de cette espèce-là. Son directeur, ses confrères, savaient la manière de profiter d'eux. Au lieu de s'indigner ou de fermer les yeux, ils se faisaient acheter leur silence. Un voile était tombé sur le visage d'Alain, qui avait fermé les yeux un instant. N'oublie pas d'où Eugène est parti. Tu n'as pas encore eu faim. Tu ne t'es pas encore trouvé la nuit dans une ville sans un centime en poche, sans un endroit, sinon le trottoir, pour te coucher. On te racontera des histoires attendrissantes à ce sujet-là, mais elles n'ont pas été écrites par ceux qui les ont vécues, parce qu'alors on n'a plus qu'une idée. Une seule, tu entends. La voix devenait sourde. Ne plus retomber aussi bas. Car en bas, à un certain niveau, il n'y a plus personne pour vous tendre la main. Les gens passent, bien nourris, bien habillés, de l'argent plein les poches, et pas un ne pense à se pencher. Ils se tuent. Alain se tue aussi,
Puis il se moucha. Puis enfin, après plusieurs minutes, Joseph reprit la parole d'une voix normale. Il y avait à cette époque-là, à Paris, des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Tellement d'argent qu'ils ne savaient qu'en faire, et que c'était leur orgueil d'aller perdre des millions en une seule soirée à Deauville. La société d'urbanisme ? Questionna Alain, qui avait lu les papiers de la valise verte. En payant des pots de vin à des conseillers municipaux, à des personnages plus haut placés encore, en truquant les adjudications, ils étaient parvenus à se faire confier la construction, non pas de quelques immeubles, mais de quartiers entiers, pour le compte de la ville de Paris. J'étais en Guyane. Je ne sais pas comment ton père a eu certains documents entre les mains. Une campagne de presse n'aurait servi à rien. Ou plutôt, aucun journal n'aurait accepté de l'entreprendre. Aucun député n'aurait osé porter le scandale devant la Chambre. Parce qu'ils étaient des douzaines qui touchaient. Tranquillement, son papier en poche, ton père est allé demander à la société une place de chef de la publicité. S'il n'avait pas eu son papier, on lui aurait éclaté de rire au nez. Mais il l'avait. Il en avait négligemment posé une copie sur le bureau. On a compris, et il a eu le poste. C'est ainsi qu'il a gagné son premier argent qui lui a permis de monter une affaire à Bordeaux. Je comprends. D'autres, qui ont débuté comme lui, sont montés beaucoup plus haut. Le premier mari de ta mère est devenu ministre, et le sera probablement encore. N'étiez-vous pas des libertaires ? Si étrange que ça paraisse, ce que je vais te dire est vrai. Libertaire, je le suis encore. Et ton père l'est toujours resté. Seulement, ça, je suis incapable de l'expliquer. C'est quelque chose qu'on a en dedans de soi, et qui ne peut pas changer. Il est facile de rire de nous, de dire, dès qu'ils ont le ventre plein et un compte en banque, ils deviennent pires que les bourgeois. C'est faux, Alain. Et la preuve que c'est faux, c'est que ton père est mort, et que lundi, on vend sa maison et ses meubles aux enchères, tandis que le comte d'Estier continue à s'enrichir. Toujours les deux voix. Celle de Corinne, aiguë, saccadée, avec de grands mouvements de passion et des éclairs de haine. Celle, monotone et calme, de Bourg, qui coulait comme l'eau de la rivière. En outre, il y avait les lettres. Une, entre autres, de la société d'urbanisme, qu'Alain savait par cœur et qui le faisait encore rougir. Cher ami, j'ai bien reçu vos derniers messages et vos télégrammes. Je n'y ai pas répondu plus tôt, car j'étais en vacances. Je comprends parfaitement vos ennuis actuels, mais je regrette de ne pouvoir, une fois de plus, vous mettre en mesure de les aplanir. Quant à l'affaire que vous me rappelez, laissez-moi vous dire qu'elle date maintenant d'un certain nombre d'années, et qu'on ne pourrait, sans ridicule, la ramener sur le tapis. Notre président du conseil d'administration, le général B, est même décidé à saisir dorénavant les tribunaux de tout ce qui pourrait avoir trait à des opérations réalisées par un précédent conseil d'administration. J'espère que vous trouverez par ailleurs les moyens de vous tirer d'un mauvais pas, et je vous prie de croire, cher ami. Était-ce celui-là qui avait donné le coup de pied au derrière dont Corinne avait parlé ? Il y a des gens qui aiment l'argent, et d'autres qui ne l'aiment pas pour lui-même, reprenait Bourg avec lenteur. Eugène l'aimait si peu qu'il le jetait par les portes et par les fenêtres, le distribuait au premier venu d'une façon parfois ridicule. Demande à François Foucret, demande à la fille de la postière, qu'il a envoyée en Suisse pendant 4 ans. À cause de Corinne, Alain faillit demander « Est-ce qu'elle a été sa maîtresse ?» Cela n'aurait pas été de mise entre eux. On aurait dit qu'ici, au bord de la rivière où tressaillait un petit bouchon rouge, les mêmes mots, si sales et si humiliants dans la bouche de Corinne, devenaient purs. Il y en a 100 autres qui lui doivent d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il était incapable de repousser une bonne volonté. Il aurait voulu que tout le monde fût heureux, sauf les crapules,
les lâches, les autres, enfin. Oui, Alain commençait à comprendre, à cerner peu à peu ces autres d'un trait plus précis. Il ne voulait plus être pauvre, et n'acceptait pas non plus de végéter dans la médiocrité, parce qu'il était parti de trop bas pour ça. Voilà peut-être la vérité. C'est que, de plus bas on part, et plus haut on est obligé de monter. Coûte que coûte. Tiens, je crois qu'il aurait préféré la vie de son père, la cabane au bord de la carrière et les corbeaux rôtis, à l'existence de ton frère Edgar. Il lui fallait tout ou rien, justement parce qu'il était Eugène Malou. Il lui fallait Malouville et sa statue. Il lui fallait, à la table, servi par ses maîtres d'hôtel, ces gens qui n'auraient jamais imaginé qu'un homme comme eux pût être le fils de la folle. Il lui fallait se dépenser, monter toujours. Il lui fallait, en fin de compte, l'effort pour l'effort. C'est pour ça que je t'ai dit qu'Eugène était un homme. Si même on lui avait prédit qu'il finirait lamentablement, il aurait fourni un effort identique, parce que c'était pour lui un besoin. N'importe quel effort, comprends-tu? Il était tout seul, seul à croire en lui, sans jamais personne sur qui s'appuyer, sans personne, sauf les petits, sauf quelques-uns, pas tous, de ceux qui recevaient ses largesses, pour l'admirer et croire en lui. Il portait toute votre maison sur le dos. Il fallait trouver tant et tant d'argent chaque matin pour ta mère, pour ta sœur, pour les domestiques. Cet argent-là, il le trouvait. Il l'a trouvé pendant des années et des années. Lui, le petit Malou, qui n'avait même pas d'état civil. On ne le lui donnait pas pour rien, n'est-ce pas? L'argent est dur à faire sortir des poches, plus dur encore à faire sortir des coffres-forts de ceux qui en ont beaucoup. À cela, il faut en promettre davantage encore. Or, Eugène savait promettre. De nous deux, c'était lui qui vendait le plus de thé indien, et je lui ai vu vendre 10 paquets à un vieux curé qui souffrait d'hémorroïdes, ce qui ne l'empêcha pas d'en vendre à sa servante atteinte du rhume des foins. Est-ce qu'Alain avait souri? Son visage s'était détendu. Un instant, il avait allongé les jambes. Il avait envie de dire, comme un enfant à qui on raconte une belle histoire, « Parlez encore ». Ils étaient très loin de tout, mais plus, comme avec Corinne, entre 4 murs environnés de noir. Ils étaient là avec la rivière et les roseaux, avec les arbres dénudés et rendus plus graves par l'hiver, avec quelques oiseaux qui sautillaient sur les feuilles gelées dont la rousseur recouvrait la terre. J'ai lu les prospectus. Bourg se retourna vers le talus qui était derrière eux, et au-delà duquel Malouville et ses maisons claires restaient invisibles. Il y en a qui ont ri, et qui rient encore. On a traité Eugène de charlatan. Pourtant, je parie que, dans quelques années, Malouville sera en pleine prospérité. Sans doute un fils du comte d'Estier en sera-t-il alors maire, ou un autre de ceux qui, aujourd'hui, exigent la liquidation judiciaire. Parce qu'il faut des hommes comme ton père pour voir grand, pour mettre ces gens-là en branle. Ils ont si peur pour leurs sous que, si on ne leur en promettait pas 10 fois autant, ils ne les risqueraient jamais. J'ai mis du temps à comprendre, moi aussi, et c'est Eugène qui m'y a aidé. Il faut des gens comme lui, vois-tu, qui ont la rage au ventre, pour que quelque chose de nouveau se fasse. On les laisse agir pendant un certain temps. On leur donne au besoin un coup de main, jusqu'au moment où on a l'impression qu'il est possible de se passer d'eux et de ne pas partager le gâteau. Est-ce que tu ne me demandais pas si ton père était un honnête homme? Et il jeta une nouvelle boulette de terre au chêne-vie près de sa ligne, à laquelle un chevesne se prit aussitôt. Certains mots restaient dans sa tête, comme soulignés à l'encre rouge. Ton père a toujours été seul. Tout seul à les porter à bras tendus. Et cela, c'était vrai.
Il pouvait en témoigner. Il se souvenait du retour de son père, certains soirs, les épaules lasses, la voix plus rauque d'avoir discuté tout le jour. Il le revoyait se laissant tomber dans un fauteuil. Et Alain comprenait soudain qu'à ce moment-là, Eugène Malou aurait voulu les avoir tous, affectueux et prévenants, autour de lui. Si par exemple Corinne s'était agenouillée pour lui retirer ses souliers et lui mettre ses pantoufles. Si sa femme lui avait demandé, en lui entourant les épaules de son bras, « Tu n'es pas trop fatigué ?» Alain avait honte. Honte de lui et des autres de sa famille. Lui, la plupart du temps, sans raison, peut-être par timidité, peut-être par pudeur, ou parce qu'il ne réfléchissait pas, parce qu'il prenait ses cours au sérieux, se hâtait de s'enfermer dans sa chambre devant un livre ou un cahier. Combien de fois son père l'avait-il suivi du regard pendant qu'il le quittait de la sorte? « Tu t'en vas ? Je vais étudier mes leçons. » Un baiser sur le front, assez sec, parce qu'on n'osait pas se montrer trop démonstratif avec un homme comme lui. « Va, fiston. » Et Corinne avait besoin d'argent pour sortir. Et leur mère en avait besoin. Elle, pour la maison, pour le couturier, pour sa sœur Jeanne, pour Dieu sait quoi. De l'argent. Toujours de l'argent. Et Eugène prenait son gros portefeuille dont il tirait des billets. Il promettait. Tu auras le reste demain. Car le lendemain était encore un jour, encore une lutte. Et, en attendant, il lui arrivait de s'endormir, écrasé de fatigue, la bouche entr'ouverte, dans son fauteuil. Il n'y avait plus personne autour de lui quand il s'éveillait et qu'il se décidait à gagner son lit. De l'argent. Ils en auraient. Il fallait qu'ils en aient. À lui de le pondre, à lui de savoir où aller le chercher, à lui de trouver un nouveau moyen de le faire tomber dans sa poche, dans leur poche. Tu comprends, Alain? Et Joseph Bourg s'était enquis avec sollicitude. Tu ne vas pas prendre froid. Pas une seule fois il ne lui avait demandé ce qu'il comptait faire. Pourtant, il devait savoir. On savait tout à Malouville. Il était certainement au courant de l'histoire de Corinne. Quelqu'un est venu me voir à ton sujet. C'était tout à la fin de leur entretien, un peu avant que l'ancien bagnard repliât ses lignes, alors que le soleil était haut dans le ciel. Tu ne le connais peut-être pas, mais tu as dû le voir. C'est Randon, le comptable. J'ai entendu mon père parler de lui. Randon est à son service depuis 15 ans. Il a le visage de travers, les yeux faux et de minces moustaches tombantes. On croirait qu'il louche, mais c'est parce qu'il se présente toujours de profil. Randon, qui me connaît, qui est au courant de tout, est venu me demander si tu étais un type avec qui on peut s'arranger. Il a mis de l'argent de côté, lui. Il y a 2 ou 3 maisons, ici, qui lui appartiennent, et il doit en posséder d'autres en ville. C'est un malin. Ton père en avait besoin, car il connaît le code mieux que personne, surtout les lois sur les sociétés. Parmi les papiers que ton père a laissés, il y en a qu'il voudrait bien avoir. Il prendrait en quelque sorte la succession, tu comprends? Avec lui, il est probable que ça barderait. Il a fait le voyage à Paris exprès pour rencontrer ta mère, et ta mère lui a appris que tu avais la valise verte. Il sait qu'avec les jeunes gens, c'est tout ou rien, et comme il te connaît un peu, il est venu se renseigner ici avant de t'aborder. Je l'ai laissé vider son sac. Tu le verras si tu y tiens. Il propose 2 solutions. Ou bien il te rachèterait tous les papiers en bloc, et je pense qu'il y mettrait un joli prix, ou bien vous feriez un contrat d'association. Il se chargerait du boulot, et vous partageriez les bénéfices. Qu'est-ce que mon père pensait de lui? Questionna Alain, non sans une certaine angoisse.
Il le considérait comme le plus ignoble des animaux rampants. Moi aussi. Bourg répéta. Moi aussi. Ils se regardèrent, et ils étaient presque gais tout à coup. Avant de rentrer chez les Fouqueray, je dois encore t'apprendre une nouvelle. Je pense que c'est le moment. Bien que ton père n'ait pas précisé en quelles circonstances, je devais te mettre au courant. C'était une preuve de confiance de la part de Bourg. Un peu comme si Alain eût passé son dernier examen avec satisfaction. La veille du jour où on a mis les scellés dans la maison, ton père a décloué 3 petites toiles. Il n'était peut-être pas connaisseur en peinture. Il achetait pour faire plaisir aux artistes et aussi pour que tous les murs soient garnis. Pour lui personnellement, il aurait sans doute préféré des chromos. Un jour qu'il faisait expertiser ses tableaux, parce qu'il voulait emprunter dessus, il a appris qu'il n'y en avait que 3 présentant une réelle valeur. Il les a dépendus la semaine dernière. Il les a roulés et me les a apportés. Ils sont sous mon lit. Je ne sais pas ce qui peut arriver, m'a-t-il dit. Les autres s'en tireront toujours. Il y en a même qui ont pris leurs précautions. Ma mère, pensa Alain. Alain est jeune. Je le soupçonne d'avoir plus d'idées dans la tête qu'il ne veut bien le montrer. Peut-être une certaine somme lui mettra-t-elle le pied dans l'étrier. Tu sais ce que je veux dire. Qu'il ne recommence pas tout en bas. En vendant les toiles à Paris, il en tirera quelques centaines de mille francs. Alain n'avait pas répondu. Bourg n'avait pas posé de questions précises. En tout cas, elles sont à ta disposition, conclut-il. Maintenant, nous ferions mieux d'aller là-haut, car la mère Fouqueray est une brave femme, mais elle n'aime pas qu'on se mette à table en retard. Que de choses Alain commençait à comprendre, et jusqu'à cette sensation de légèreté qu'il avait eue le dimanche précédent, quand Bourg lui avait parlé le long de la grande route. Ce n'était pas seulement pour son compte que parlait l'ex-bagnard. Il était un messager, que son père avait eu soin de laisser auprès de son fils pour quand il n'y serait plus. Est-ce que Bourg n'avait pas dit, au cours de leur entretien du matin, il avait une pudeur d'enfant. En parlant de son père, d'Eugène Malou, qu'une Corinne, comme tant d'autres, traitait d'aventurier et de maître chanteur. N'était-ce pas par pudeur que son père ne l'avait jamais pris par les épaules, en tête-à-tête, pour lui parler à cœur ouvert? Il avait rôdé 100 fois autour de son fils. Celui-ci s'en rendait compte à présent, dans l'espoir d'apprendre ce que pensait ce grand garçon dont il ne savait à peu près rien. Et c'était un autre qu'il chargeait, après sa mort, d'étudier l'adolescent et de l'aider aux besoins. Le grand-père hirsute, qui mangeait les corbeaux, ressemblait à un homme des cavernes et vivait en marge du village dans sa bicoque de la carrière. Eugène Malou, court et trapu, les traits irréguliers, les yeux globuleux, la voix rauque, restait un être inclassable, sur qui on se retournait, même quand, habillé par les meilleurs tailleurs, il descendait de sa limousine. Alain, le 3e de la lignée, pouvait fréquenter le collège le plus riche de la ville sans attirer l'attention. Même à côté du fils Estier, par exemple, c'était lui, avec son long visage et ses yeux calmes, qui faisait figure d'aristocrate. Et son père lui-même n'osait pas lui parler. Par crainte d'une question, sans doute, de tout un ordre de questions. Par crainte d'un de ces sourires dont une Corinne était prodigue et qui renvoyait Malou à la cabane du vieux. Par crainte d'un jugement trop dur, d'un regard. De l'autre, Edgar, l'aîné, il se moquait ouvertement, agressivement parfois, comme de quelqu'un qui n'était pas de sa race, qui avait trahi, un mouton bêlant et stupide né par accident chez les loups. Alain, c'était le mystère. Alain, c'était le 3e chaînon. C'était le futur dont le père ignorait tout. C'était l'inconnu à qui il lançait parfois à la dérobée un regard anxieux. Alain, c'était la suite d'une histoire
dont Eugène avait écrit les premiers chapitres, et dont il ne connaîtrait pas la fin. Ils marchaient côte à côte, le messager et l'adolescent. Alain avait proposé de porter la boîte de poissons, et son compagnon n'avait pas refusé. Le jeune homme lui en était reconnaissant. Il faisait très clair. Le soleil était gai. Des gouttelettes se formaient sur la croûte de glace friable qui recouvrait la terre et les herbes décolorées. Retiens seulement que c'était un homme. Bourg faillit ajouter quelque chose. Mais c'était impudique, lui aussi. Il se retint, non sans que son compagnon complétât intérieurement. C'était un homme et il t'aimait beaucoup. Il n'aimait que lui, en somme, parce qu'il était le seul à ne l'avoir pas encore trahi. Est-ce que c'était bien cela qu'il fallait comprendre? Et lui, pendant des années, ne s'en était pas aperçu, avait vécu solitaire dans une maison dont il préférait ne pas connaître les mystères. Il avait vécu comme un étranger près de cet homme qui l'épiait avec angoisse. Je ne veux pas déranger les Foucret. Ils seraient peinés si tu ne venais pas déjeuner avec eux. Ceux-là aussi, ton père les aimait bien. Pourtant, Corinne n'avait pas menti. Tout ce qu'elle avait dit était vrai, constituait une certaine vérité. Les deux voix s'enchevêtraient toujours, mais Alain n'en était presque plus troublé. Dehors, François Foucret était en train d'essayer ses bottes de caoutchouc auxquelles on avait mis des pièces le matin et qui lui montaient jusqu'à mi-cuisse. « À la bonne heure, monsieur Alain. Je savais bien que vous déjeuneriez avec nous. La bourgeoise va être contente. » Des bouffées de bonne cuisine. La chaleur d'une maison qui venait d'être nettoyée dans ses moindres recoins. La flamme de quelques bûches pour donner la vie et la gaieté. Les deux hommes, Bourg et Foucret, s'interrogeaient du regard. Bourg semblait dire par sa tranquillité « Mais oui, ça ira ». En méridional qu'il était, il aurait sans doute ajouté, s'il s'était trouvé en tête-à-tête avec l'ancien contremaître, « Il est brave ». Or, être brave, ou être un homme, dans son langage,